Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. 10e jour de grève à la SNCF et interrogation des syndicats sur l'avenir du mouvement. Le gouvernement leur demande de revenir à la table des négociations. Quand la convergence tant attendue des luttes tarde à voir le jour, le syndicalisme est-il à bout de souffle? On ouvre le débat dans cette édition. Visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis, au-delà des symboles et de l'amitié affichée avec Donald Trump. L'opération séduction est beaucoup plus conflictuelle qu'en apparence. Les sujets qui fâchent sont nombreux, climat, nucléaire iranien et guerre commerciale. Décryptage à suivre. Comment financer la dépendance? Le chef de l'État n'écarte pas la création d'une seconde journée de solidarité quand d'autres prônent l'instauration d'une assurance publique obligatoire. Le CESE s'empare du sujet et appelle l'exécutif à ouvrir sans tarder le débat. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi en direct de la salle des confs, Quentin Calmet. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Un 10e jour de grève à la SNCF, mais déjà des questions sur la stratégie adoptée alors que la mobilisation montre des signes de faiblesse. Adrien Velay. C'est une journée décisive pour la suite du mouvement. À l'issue d'une manifestation commencée aujourd'hui place de la Bourse à Paris, les organisations syndicales de la SNCF se réuniront pour convenir de la suite de la mobilisation. Doit-on s'attendre à une extension de la durée de la grève? C'est en tout cas la volonté de la CGT. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore au mois de mai. Est-ce que le gouvernement va s'entêter tel qu'il le fait, auquel cas il prendra la responsabilité d'un conflit de plus en plus long? Ou est-ce qu'au contraire, on va enfin rentrer dans une véritable négociation sur les revendications des OS? Les syndicats Sud et CFDT ne sont pas opposés à un renforcement de la grève, constatant que les concertations avec le gouvernement n'avancent pas. L'objectif est clair, renforcer la mobilisation qui vacille. En perte de vitesse, le taux de participation à la grève de la SNCF est passé de 34% début avril à 17,5% ce lundi. Les syndicats pourraient décider de passer d'une grève perlée de quelques jours par semaine à une grève classique, mais reconductible pendant l'été. Et on reparlera de cette mobilisation des cheminots et du syndicalisme dans notre débat à suivre. Et dans ce contexte, 2 universités sont encore bloquées. Hier, Frédérique Vidal, sur notre antenne, a chiffré à plus d'1 million d'euros le montant des dégâts. Une somme qui sera à la charge des contribuables, selon la ministre de l'Enseignement supérieur, Samia Dechir. Qui est responsable des dégradations dans les universités bloquées? D'après la ministre de l'Enseignement supérieur, les réparations coûteront plus d'1 million d'euros. C'est important de savoir qui a commis ces dégâts parce que effectivement, c'est le contribuable qui va payer l'argent des universités, c'est de l'argent public. Plusieurs universités ont déjà été évacuées par les forces de l'ordre, mais une dizaine de sites restent bloqués pour protester contre la réforme de l'accès à l'université. Des blocages contestés par la FAGE, premier syndicat étudiant. Il s'agit à l'origine de ces blocages d'une minorité violente, radicale, qui n'aspire pas forcément à trouver une solution de sortie de crise, puisque on entend qu'il y aura une volonté de dialogue, mais quand on voit effectivement l'état dans lequel on retrouve les locaux qui ont été bloqués, et puis quand on retrouve des cocktails Molotov par ailleurs, on se pose la question, est-ce que c'est un outil pour fluidifier le dialogue, les cocktails Molotov? En pointe du mouvement, l'UNEF refuse d'être assimilée aux casseurs et accuse le gouvernement de vouloir détourner l'attention de l'opinion publique. Vous savez, c'est comme dans les manifestations, on a plus tendance à parler des 10 personnes qui auraient cassé une vitrine que les 200 000 manifestants qui portent des revendications pour pouvoir faire entendre leurs revendications. Et pourtant, on ne demande pas aux organisations professionnelles de se justifier de ces dégradations-là. Et donc moi, je ne justifie pas la dégradation des locaux universitaires, mais par contre, je voudrais qu'on parle véritablement de pourquoi les étudiants ils utilisent le blocage comme outil de mobilisation, comme outil pour pouvoir se faire entendre. Les partisans du blocage comptent poursuivre le mouvement. Les opposants, eux, demandent au pouvoir public de prendre les dispositions nécessaires pour organiser les examens. Alors que les personnels des EHPAD ne cessent de dénoncer leurs conditions de travail, le Conseil économique, social et environnemental s'attaque à son tour au financement de la dépendance. Dans un rapport publié aujourd'hui, il appelle le gouvernement à ouvrir un débat sur la prise en charge de la perte d'autonomie. Fabien Riquer.
La population vieillit, mais la prise en charge du vieillissement est en crise. Dans son rapport au gouvernement, le Conseil économique et social en appelle à un débat d'intérêt général sur le financement de la prise en charge en France. Le rapport préconise que ce financement demeure public, sans avancer toutefois de pistes concrètes. Mais Emmanuel Macron l'a confirmé récemment, la création d'un 5e risque au sein de la sécurité sociale, ainsi que l'instauration d'un jour de solidarité supplémentaire sont à l'étude. C'est une piste. Vous y êtes favorable ? Est-ce que ça a bien marché la dernière fois? 1,5 milliard, ça devrait rapporter. Moi, je ne suis pas contre. Je pense que c'est une piste intéressante. Le CESE propose aussi de mieux lutter contre les disparités entre les territoires en tenant compte de critères économiques et démographiques. Si les allocations d'aide à l'autonomie des personnes âgées sont à la charge des départements, certains parmi les plus vieillissants sont aujourd'hui incapables de faire face. Devant le mal-être des soignants, le rapport préconise le recrutement de nouveaux personnels et reprend à son compte une proposition de plusieurs parlementaires, doubler les effectifs dans les EHPAD pour un taux minimum d'encadrement de 60% des résidents. Les auteurs du rapport veulent enfin voir réaffirmer les droits des personnes âgées pour que soit mis fin à ce qu'ils nomment une maltraitance institutionnelle, conséquence de moyens humains et financiers insuffisants. Alors faut-il instaurer une seconde journée de solidarité ou encore créer un 5e risque pour financer la dépendance? On en parlera dans notre second débat tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, on va d'ailleurs retrouver avant Quentin Calmet qui nous attend en salle des conférences avec le président de la commission des lois, le sénateur LR Philippe Bas. Bonjour Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat et puis auteur d'un rapport sur la question et du plan Solidarité Grand Âge en 2006. Vous étiez d'ailleurs en charge du portefeuille de la sécurité sociale sous monsieur De Villepin et Jacques Chirac. Le gouvernement étudie la création d'un 5e risque pour mieux prendre en charge la dépendance des personnes très âgées. Ce 5e risque, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Je pense qu'actuellement, la charge est lourde, très lourde même, pour les familles, pour les personnes âgées elles-mêmes. Et donc mettre un peu plus de solidarité dans tout cela, c'est très important. Dans le coût de la maison de retraite, les gens ne retiennent que ce qu'ils payent, mais ils payent à peu près la moitié du coût. La solidarité, donc, joue déjà pour l'autre moitié. Mais la moitié du coût, c'est déjà énorme. 1 800 € par mois en moyenne, pour la personne âgée ou sa famille, quand elle ne peut pas payer, ça pose le problème de savoir si on doit laisser cette charge individualisée de cette manière ou s'il faut mettre de la solidarité. Je pense qu'il faut mettre de la solidarité dans le financement de la dépendance. C'est un enjeu très nouveau, un enjeu de civilisation, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais connu ce type de situation où l'on vit très vieux. Heureusement, il ne faut pas non plus tout noircir. Parfois, on vit jusqu'à 100 ans sans avoir été dépendant et en gardant toute sa tête. Mais il y a aussi beaucoup de cas, malheureusement, où on a besoin d'aide pour continuer à vivre. Vous parlez de solidarité. On évoque la piste d'une 2e journée comme le lundi de Pentecôte qui serait une journée de solidarité. Cette piste-là, pour le financement de ce risque, est-ce que c'est une bonne piste ? Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas faire un nouvel impôt. Les Français sont écrasés d'impôts. Et donc, comment trouver le moyen de financer la solidarité si on ne veut pas faire un nouvel impôt ? Bien sûr, il faut faire des économies, bien gérer l'assurance maladie, mais ça ne suffit pas. Et je crois que la réflexion qui s'est ouverte sur une 2e journée de solidarité mérite d'être considérée de manière très sérieuse. Parce que la journée de solidarité, qu'est-ce que c'est ? Les salariés de notre pays, quand on les compare avec les salariés des pays voisins, ils ont les 35 heures, ils ont les journées de RTT, ils ont des congés payés importants. Eh bien, nous ne leur demandons pas d'argent, pas d'impôts, mais pourquoi ne pas imaginer qu'il y ait une journée de travail supplémentaire ? Vous savez, quand on a tant de journées de congé, une journée de travail supplémentaire pour les anciens, et demain peut-être pour soi-même, pour que la charge soit diminuée, c'est 1 800 € de la maison de retraite, mais aussi des services à domicile, que la charge personnelle soit diminuée, ça doit se considérer. Est-ce que
on est capable de solidarité dans notre société ou est-ce qu'on est individualiste et chacun pour soi? Moi, je pense qu'on est capable de solidarité. Monsieur Barr, est-ce qu'il y a une alternative? La CFDT, elle juge que cette mesure, elle serait injuste car ça ferait peser sur les salariés uniquement la question de la dépendance. Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce que vous voyez un autre mode de financement possible? L'alternative, c'est l'impôt et je n'en veux pas. L'alternative, c'est aussi essayer de redéployer des moyens en faisant des économies, en faisant l'inventaire des dépenses inutiles. Mais s'agissant de ceux qui ne sont pas salariés, c'est-à-dire tous les indépendants, que les salariés regardent le nombre d'heures de travail qu'ils font par semaine et le nombre de journées de congé d'un agriculteur, d'un artisan, d'un commerçant, et ils verront que eux n'ont pas les mêmes avantages et que par conséquent, si on voulait que tout le monde soit mis sur le même plan, il faudrait que les salariés travaillent 70 heures par semaine. Parfois, c'est le cas pour les agriculteurs. Merci beaucoup et merci Philippe Bain pour cette réaction au micro de Public Sénat. Merci à vous, Quentin. Je vous le disais en titre, la mobilisation des cheminots montre des signes d'essoufflement. La réforme votée à l'Assemblée nationale, les syndicats s'interrogent sur la suite à donner au mouvement. Faut-il continuer la grève perlée jusqu'à l'été? D'autant que la convergence des luttes ne semble pas aboutir. Faute de front syndical uni et en plein congrès de force ouvrière à Lille, Jérôme Rabier. Alors que la grève à la SNCF est déjà dans sa 5e vague, c'est bien le seul secteur où le front syndical affiche son unité. La CGT de Philippe Martinez rêve de convergence des luttes, mais sa manifestation de jeudi dernier l'a esseulée, les autres centrales refusant de se rendre à ce qu'ils considèrent être une convocation unilatérale. Conclusion, une mobilisation amoindrie et sur le fond, pas question pour la CFDT de coagulation ou de convergence des mouvements. Moi, je ne crois pas à la convergence des luttes, je l'ai déjà expliqué. Si on veut aboutir, comme sur les EHPAD, il faut agir secteur par secteur et pas faire la convergence des luttes qui, en termes de revendications concrètes pour les travailleurs, la capacité de les faire aboutir, ne fonctionne pas. Et donc, c'est plus une démarche politique qui n'est pas la nôtre qu'une démarche syndicale. Troisième force syndicale du pays, c'est vers Force ouvrière que les regards se tournent. Le syndicat tient son congrès cette semaine à Lille et Jean-Claude Mailly quitte la tête de la centrale qu'il dirige depuis 2004. Contesté en interne pour son manque d'opposition aux ordonnances à l'automne dernier, il est remplacé par Pascal Pavageau, que tout le monde annonce plus offensif face au gouvernement. Et qui n'hésitera pas à affronter le patronat, comme son intervention au Sénat en septembre dernier le laisse augurer. Et en matière d'emploi, rien, enfin, à l'exception d'un pins, strictement rien. Donc, on se retrouve dans une situation depuis 2013, où 300 000 emplois créés depuis 12 mois. D'habitude, c'est les syndicats qui coupent le patron. Je peux pas... Donc là, j'ai déjà pas beaucoup de temps de parole. Je corrige juste les incorrections. Vous noterez tous que le MEDEF a coupé FO. Les trois principaux syndicats français vont aussi devoir composer avec un nouveau patron du MEDEF dont l'élection est prévue en juillet prochain. Mais c'est surtout dans l'agenda social que se jouera l'avenir des syndicats, avec des nouvelles réformes d'ampleur déjà annoncées, dont le dossier explosif de la remise à plat des régimes de retraite. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Moreau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction au pôle social à l'agence Éducation, Emploi, Formation, l'AEF. Merci d'être avec nous également sur ce plateau. François Omril, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président de la CFE-CGC. Également avec nous Bernard Vivier, bonjour. Directeur de l'Institut supérieur du travail. Et puis Fabrice Angéi, bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Secrétaire confédéral à la CGT. Première question pour vous, est-ce que vous diriez que la grève à la SNCF notamment est en train de s'essouffler? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas malgré les annonces de la direction, les effets d'annonce. Moi je constate qu'il y a toujours aussi peu de trains qui circulent et que cette grève elle se fait dans un cadre unitaire. Il y a eu un rassemblement là il y a quelques minutes, donc il y a quelques temps, qui confirme cette unité chez les cheminots. Ouais. Pourtant, au niveau de l'opinion publique, Isabelle Moreau, on a l'impression que finalement les Français sont habitués à cette grève et que ça ne prend pas. Comment l'analysez-vous ? Alors, est-ce que ça prend pas? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore des Français qui soutiennent ce mouvement. Après, comme le disait monsieur, c'est vrai que les syndicats sont réunis, enfin ils sont réunis d'ailleurs en ce moment pour décider des suites à donner au mouvement. Sur ce plan-là, il y a quand même une unité syndicale. Elle existe également dans la fonction publique parce que là, l'ensemble des syndicats appellent à un mouvement le 22 mai.
Donc on verra comment ça va se passer. C'est vrai que sur d'autres fronts, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a une convergence des luttes? Moi, je dirais non à ce stade. C'est vrai qu'au niveau des étudiants, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de facultés qui sont fermées. Il y a aussi les vacances. On verra si les mouvements se coagulent ou autres. Mais pour l'instant, il faut attendre la décision qui sera prise à l'issue de la rencontre qui se déroule en ce moment. François Omril, quel regard portez-vous sur cette grève? Est-ce que vous, au contraire, vous avez le sentiment d'un essoufflement? Non, je partage le point de vue qui vient d'être exposé. La CFE-CGC participe aussi au mouvement, à l'intersyndical. C'est très très difficile d'évaluer de l'impact d'un mouvement de grève, en tout cas d'un mouvement de mobilisation. Ça dépend aussi beaucoup de la place que souhaitent tenir les interlocuteurs des représentants des salariés. Et en l'occurrence, c'est un point sur lequel aujourd'hui il est assez difficile de se prononcer. On voit aujourd'hui Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui demande justement aux organisations syndicales de revenir à la table des négociations. Cette main tendue du gouvernement, ça peut apaiser les choses selon vous? Non, probablement pas. Le mouvement ne s'essouffle probablement pas. Fabrice Angéli vient de le dire. Ce qui s'essouffle, par contre, c'est la raison pour laquelle on fait grève aujourd'hui. En France, dans notre pays, on fait de moins en moins grève et de plus en plus de négociations. Ça, c'est un point positif. Et donc, on est en train de se dire, mais faire grève, pourquoi ? L'invitation de Benjamin Griveaux a un petit côté infantilisant pour les organisations syndicales. On le voit depuis une année, le gouvernement prend des décisions, certes se concerte, consulte beaucoup les organisations syndicales, mais ne les laisse pas suffisamment faire leurs affaires entre eux, entre patronat et syndicats. Donc la négociation, la concertation entre acteurs du marché du travail ne se fait pas. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une sorte de discussion, d'échange, mais pas de libération des forces. Donc le syndicalisme, patronal comme syndical, souffre en grande partie de cette trop grande présence de l'État sur la vie sociale. Oui, c'est certainement volontaire de la part de l'exécutif, cette volonté de museler un peu le paritarisme. Mais je vais reprendre un petit peu, on va partir des cas concrets. Si je prends la question des cheminots, la CGT a porté un projet, des propositions alternatives. Il y a une plateforme unitaire syndicale sur la question. Il y a une demande qui a été faite au Premier ministre de venir ouvrir des véritables négociations, puisque lorsque vous êtes avec la ministre du transport et que vous apprenez le soir par le président de la République que le statut de cheminot sera mis fin au 1er janvier 2020, y compris qu'on va créer une filiale pour le fret et qu'on ne le dit pas en négociation, c'est plus qu'infantilisant, c'est du mépris. Et je pense que sous l'ère Macron, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le mépris des organisations syndicales. Et on peut revenir sur les concertations, et je partage d'autant plus que nous, on n'était pas signataires, par exemple, de l'ANI sur la formation professionnelle, sur un chômage qui va donner lieu à la loi pour la réussite, donc pour réussir individuellement son parcours professionnel. Mais là-dessus, on voit bien que le gouvernement a dit l'ANI, je m'assois dessus, y compris les annonces ont été faites avant sur cette loi. Donc on voit bien aujourd'hui le cadre des négociations que veut imposer ce gouvernement-là. C'est discuter et je fais ce que je veux. Alors qu'on vient d'apprendre qu'Édouard Philippe, qui s'est adressé aux syndicats, estime que la reprise progressive de la dette par l'État demandera un effort supplémentaire aux contribuables. Isabelle Moreau. Ça c'est sûr, effectivement, là, il donne un élément de réponse. Après, est-ce que ça va suffire pour les syndicalistes pour entamer encore des nouvelles discussions? On verra. C'est vrai qu'ils avaient souhaité s'exprimer auprès du Premier ministre pour essayer de contourner la ministre, parce que ce qu'ils apprenaient, c'était surtout par voie de presse. Mais je reviens à ce que disait M. Angéli. C'est vrai que les syndicats ont aujourd'hui l'impression d'être un peu court-circuités. Ils l'ont vu, vous parliez de l'accord sur la formation professionnelle. C'est vrai qu'ils se sont mis d'accord avec le patronat sur un texte. Il se trouve que le gouvernement n'a pas repris et même allé plus loin que ce qui avait été écrit. Idem sur l'assurance chômage. Donc aujourd'hui, ils ne savent pas trop où se placer. Effectivement, le gouvernement a toujours dit que lui souhaitait que le paritarisme s'exerce plutôt au niveau des entreprises et des branches. Et là, c'est vrai qu'il en fait la démonstration. Il est malmené aujourd'hui le paritarisme en France, François Omril? Je dirais que oui, dans une certaine mesure. La négociation, c'est un savoir-faire. C'est une culture aussi, et très clairement, le gouvernement aujourd'hui n'a ni la culture, ni la volonté, ni le savoir-faire. Et il est probable que le problème vient de là. Quand, par exemple, le Premier ministre, c'est l'information que vous venez de donner, dit, c'est pas innocent dans le débat, on va reprendre la dette. D'abord, la question, et la plateforme revendicative l'a bien mis en évidence dans le cas de la SNCF et du conflit, la dette n'a pas à être aujourd'hui dans la SNCF, et de toute façon, c'est une dette d'État, puisque c'est une dette correspondant à l'investissement
Dans aucun autre pays d'Europe, la dette n'est dans la structure qui exploite aujourd'hui les rails. Donc de toute façon, que l'État la reprenne, c'est tout à fait logique. Mais quand le Premier ministre vient dire, de certaine manière, en responsabilisant des gens qui ne sont pas responsables de la situation, il dit les contribuables devront payer. Mais est-ce que, par exemple, le Premier ministre ne devrait pas venir devant nous aussi, les contribuables, et par exemple faire un bilan du CICE, qui coûte très très cher et qui a un bilan économique plutôt controversé? Bernard Rugier. Oui, cette réforme de la SNCF, elle doit se faire. Parce que si on ne fait rien, le scénario catastrophe arrive. Dans 3 ans, le rail est ouvert aux concurrents européens. Et dans le même temps, la SNCF, pas suffisamment restructurée, ne peut pas conquérir des marchés hors de France. La question, la réponse, nous la connaissons. Elle est dans la construction patiente d'une convention collective. Et ça veut dire clairement, non pas la grève, non pas l'imposition de mesures venues d'en haut, mais d'une concertation, d'une négociation entre les deux acteurs, la direction et les organisations syndicales. C'est comme cela que partout en Europe, on construit la vie sociale, la négociation. Alors Fabrice Angéli, vous disiez que le mouvement ne s'essoufflait pas. En revanche, ce qui n'arrive pas à fonctionner, c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez, qui déplorait sur notre antenne le fait d'être isolé. On écoute. Si vous parlez du niveau national, nous sommes pratiquement seuls. Voilà, mais je viens de vous citer 2 entreprises où il y a unité syndicale. Et d'ailleurs, c'est dommage, et je le regrette, qu'il n'y ait pas plus de soutien des confédérations, de l'ensemble des confédérations, vis-à-vis de ces mouvements fonctionnaires, cheminots, Air France, dans le commerce, etc. Parce qu'il y a besoin de donner confiance. Et quand les confédérations ne parlent pas de tout, on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais au moins en soutien, eh bien, je pense que c'est pas un bon message pour les salariés. Alors Air France et SNCF mènent combat, mais on n'arrive pas justement à faire converger ces luttes. Comment l'expliquez-vous, Fabrice Angéli? Je partage les propos que tu dis par le secrétaire général. Comment on l'explique? Effectivement, aujourd'hui, il faut... j'allais dire au niveau national, donc le périmètre intersyndical n'est pas un facteur qui aide. Et on ne peut que le regretter. Et deuxièmement, donc voilà, il faut réunir 2 conditions. Moi, je ne crois pas non plus à une convergence des luttes qui serait derrière un mot d'ordre faisant la fête à Macron. Je ne pense pas que ça va fédérer beaucoup de... Isabelle Moreau parlait de la mobilisation du 22 mai. Ça peut être un marchepied, ça peut être à cette occasion. Avant le 22 mai, il y a le 1er mai. Le 1er mai qui est un jour férié, chômé, un jour donc de lutte, y compris au niveau international, donc férié, chômé, payé, sur lequel tout le monde peut aller manifester et, entre guillemets, faire coaguler les colères, parce que la colère, elle existe dans ce pays. Elle se fait entendre, elle est visible. Et je disais, pour réussir la convergence, elle ne se fait pas sur un mot d'ordre Stop Macron seulement, elle se fait sur un contenu revendicatif, et elle se fait lorsque les salariés ont le sentiment que leurs revendications peut aboutir et qu'on va s'occuper de leurs revendications. Et c'est ce que nous avons construit dans ce mouvement-là, un mouvement qui parle aux salariés d'Air France, aux salariés du commerce, aux fonctionnaires, à l'ensemble des salariés, aux retraités aussi, aux jeunes, parce qu'on est bien sur un changement brutal et radical de notre modèle de société qui est en cause par la politique Macron à l'écoute du patronat, du grand patronat en l'occurrence. Enfin, ce qui favorise quand même pas la convergence des luttes, c'est que les centrales syndicales n'ont pas les mêmes positions quand même. Aujourd'hui, on voit que le défilé du 1er mai ne sera pas unitaire. Laurent Berger a dit qu'il ne viendrait pas. Bon, la CGC traditionnellement ne défile pas. Force ouvrière, Pascal Pavageau a laissé entendre qu'il ne serait pas là non plus, enfin présent à vos côtés. Donc c'est vrai que l'éclatement quand même syndical, au moins sur le 1er mai, ça peut... Il n'est pas inhabituel, jamais le 1er mai. Rarement le 1er mai a été unitaire. On regrette que là, si on la proposition de la CGT ne soit pas prise en compte. Après, moi je dirais que dans certains secteurs, ça a été montré, il y a unité syndicale sur des revendications. Oui, il faut Bernard Rugier, sur ce point, sur cette convergence des luttes, Laurent Berger estime bien qu'elle nuit à l'efficacité du syndicalisme. Oui, il est vrai que le 1er mai n'a jamais été unitaire, très rarement. Mais il ne peut y avoir unité d'action telle qu'on la comprend à la CGT que s'il y a unité d'objectif. L'unité d'action n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, il faut être plus fort pour arriver ensemble vers un même objectif. Mais si les objectifs ne sont pas les mêmes, si les uns privilégient la grève pour la grève, les autres la manif et le rapport de force pour la négociation, il ne peut jamais y avoir de rencontre. C'est ce qui caractérise la prise de position d'un côté de Philippe Martinez, CGT, de l'autre de Laurent Berger, CFDT. Oui. François Morel.
Oui, moi je voudrais dire deux choses. D'abord que le syndicalisme n'est jamais aussi efficace que quand il est rassemblé. Or, il se trouve qu'aujourd'hui c'est le cas. C'est le cas pour les deux conflits qui aujourd'hui occupent l'actualité, dans le cas de la fonction publique et dans le cas de la SNCF. Les syndicats sont rassemblés. Et ils sont rassemblés de façon extrêmement concrète, à travers des plateformes, des communications écrites, des listes et des propositions. Tout ça est très concret et très factuel. Et ça met en perspective, par ailleurs, l'inexpérience et parfois même l'irresponsabilité du gouvernement qui ne reconnaît pas justement cette qualité et cette valeur-là à représenter les gens qui sont concernés par les problèmes. Mais moi, je dois vous dire, j'ai un problème avec le concept de convergence des luttes, parce que nous, on considère à la CFE-CGC qu'il est beaucoup trop connoté sur le plan politique. Et autant d'un côté, le rassemblement syndical est nécessaire à l'efficacité, autant le malentendu avec l'exploitation politique d'un rassemblement syndical, au contraire, nuit à son efficacité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sous le concept de convergence des luttes, qui est de notre point de vue un concept ambigu, eh bien nous, on ne peut pas y contribuer ni y participer. Ouais. C'est quoi un syndicalisme efficace selon vous aujourd'hui, Fabrice Angéli ? Un syndicalisme efficace, un syndicalisme qui élabore donc des revendications avec les salariés, qui porte des propositions, qui analyse les propositions faites par le gouvernement ou le patronat, si je prends une entreprise, une branche, et qui à partir de là, se positionne et agit. Vous savez, nous, on a toujours été sur la proposition, la contestation, l'action, la négociation. On lit le tout. On sait qu'on arrive malgré tout à l'approche d'élections professionnelles. Ça va peser aujourd'hui cette situation de front désunis, Isabelle Moreau ? Oui, ça pèse parce que chacun compte ses troupes. Il y a effectivement des élections dans la fonction publique qui ont lieu à la fin de l'année, qui sont importantes. Je rappelle que la CGT est le premier syndicat au sein de la fonction publique. Maintenant, c'est la CFDT au sein du privé. Donc tout le monde compte un petit peu ses troupes, que ce soit dans les entreprises ou dans l'État. Je voulais quand même ajouter quelque chose à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle d'unité et autres, mais quand même, Philippe Martinez n'a pas souhaité défiler le 5 mai au moment de la manifestation appelée par François Ruffin de la France Insoumise. Ce que je disais, voilà. le mot d'ordre de et justement, Macron, il faut faire attention effectivement, et je pense qu'effectivement côté syndical, il a pris la mesure de cette dimension-là, qu'il faut faire attention et rester dans le monde syndical, parce que sinon après vous risquez d'être noyé. Bernard Vivier, on parlait tout à l'heure du congrès aussi de Force ouvrière qui se tient en ce moment à Lille avec l'élection de Pascal Pavageau qui va succéder à Jean-Claude Mailly. Il faut s'attendre à un changement de stratégie de cette centrale ? Probablement pas sur le long terme, non. Force ouvrière est campée sur des valeurs très connues, très précises. L'indépendance, notamment par rapport aux partis politiques, une répulsion à fréquenter trop les appareils politiques de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Pourtant, on a reproché à Jean-Claude Mailly d'être trop justement dans la ligne de Emmanuel Macron sur les ordonnances. La politique contractuelle, à la négociation, c'est une valeur forte. Alors maintenant, il y a des tempos différents, il y a des personnalités différentes, et Pascal Pavageau, aujourd'hui, est en position un petit peu plus nerveuse que son prédécesseur, qui a fait un beau parcours pendant 14 ans et qui a fait évoluer son organisation syndicale. Oui. Quel rapport entretenez-vous avec Pascal Pavageau ? Ça va changer la donne, justement, avec Force ouvrière ? Non, moi j'ai des bonnes relations avec tous les responsables syndicaux. J'estime que c'est mon rôle. Parce que, quelque part, c'est cohérent avec ce que je disais tout à l'heure. On se doit, vis-à-vis de l'opinion, de porter un visage d'un syndicalisme, certes différent, et c'est aussi la force de notre syndicalisme en France, c'est qu'il est divers et que chacun a le choix finalement pour adhérer à telle ou telle organisation. Mais par contre, nous avons, j'estime, le devoir de nous respecter, de travailler ensemble, ce que nous faisons d'ailleurs. Et moi, je souhaite la bienvenue à Pascal Pavageau parmi nous. Je le connais un peu et je sais que c'est un syndicalisme, j'allais dire, très aguerri et très revendicatif, et on devrait faire du bon travail ensemble. Très revendicatif, davantage dans l'opposition Emmanuel Macron que Jean-Claude Mailly. Ça va changer les rapports avec la CGT ? Je sais pas, écoutez, moi j'ai côtoyé M. Pavageau lorsqu'il était le numéro 2 de l'organisation, dans les mobilisations, dans les négociations. Ce qui importe, c'est effectivement le contenu et la démarche. On a réussi par le passé, dans le respect de ce qu'on porte chacun, à construire des plateformes communes, à construire des actions unitaires. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire avec M. Pavageau. Des actions ponctuelles. Donc, j'ai entendu qu'effectivement, il n'écartait pas la possibilité. Après, il faut définir de ce qu'on appelle de manière commune une convergence des luttes à partir de mots d'ordre, j'allais dire, syndicaux.
Hein, donc, et à partir de revendications et de propositions pour les personnels, mais qui sont tous confrontés aux méfaits de cette politique de précarisation, d'individualisation, de casse des services publics. On a beaucoup parlé du rapport d'Emmanuel Macron au syndicat. Je vous propose d'écouter cet échange lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Saint-Dié. C'est un peu représentatif de la méthode qu'il entend employer avec les organisations syndicales et patronales. Regardez. Je respecte les gens et j'ai toujours respecté les cheminots. J'ai jamais insulté les cheminots. Cette réforme, on en a besoin parce que... C'est mal perçu, monsieur. J'y crois pour la SNCF. Peut-être, mais vous pensez que respecter, c'est forcément vous suivre et être d'accord. Non, pas forcément. C'est pas mon boulot, c'est pas mon job. Moi, je crois au chemin de fer. Je fais ça parce que je veux un chemin de fer fort. Et moi, donc, je veux un service public. Mais moi aussi. Mais moi aussi. Donc, je veux vous le dire. Donc, je le fais avec sincérité. On peut avoir des désaccords. Prenez votre part de cette convention de l'entreprise qui va se développer. Mais vous pouvez râler, etc. Mais ne bloquez pas tout le pays et il ne faut pas être insultant, c'est tout. On réforme l'entreprise. Pour qu'il y ait un commandement, aujourd'hui elle est divisée l'entreprise. Ah bah nous on est pour la réunification. Bon, donc là on réunifie. Oui, mais moi je fais du TR, demain je pourrais faire du fret. Avec votre réforme, non. Alors là, chiche. Polyvalence, elle est dedans. Isabelle Moreau, cette séquence, qu'est-ce que ça dit du rapport qu'entretient Emmanuel Macron avec les syndicats ? Ça dit qu'il est déterminé sur les réformes qu'il souhaite faire. Il a décidé de mener un certain nombre de réformes pour certaines qui ont été annoncées. Celle-là ne l'était pas, mais je pense à la loi travail. Il avait annoncé que ça passerait par ordonnance. Il veut aller vite. Effectivement, sur certains aspects, il est moins à l'écoute, entre guillemets, que ses prédécesseurs sur l'aspect dialogue social. Là, vous disiez que c'est important, donc, sa discussion avec les représentants des salariés. Moi, j'ajoute quand même que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a Force ouvrière qui change de tête. Il y a la CFDT qui va avoir son congrès au mois de juin, mais là, pas grand-chose de nouveau à attendre. Mais il y a surtout le patronat qui va changer de tête au mois de juillet. Et là, on va voir, par rapport à la personne qui était Pierre Gattaz, qui va lui succéder. Aujourd'hui, il y a 9 candidats, on verra qui va l'emporter, mais il y en a quand même quelques-uns qui font entendre une petite musique en disant que le paritarisme, c'est pas trop leur tasse de thé. Donc comment tout ça va se mélanger avec un chef de l'État aujourd'hui qui affirme une volonté d'aller vite sur ces réformes? Oui, nous vivons aujourd'hui une question assez grave de la crise des corps intermédiaires. Pour qu'une société fonctionne, il faut effectivement un gouvernement, des ministres, il faut aussi une représentation politique, le Sénat, l'Assemblée nationale, il faut aussi une représentation sociale, une démocratie sociale, le patronat, les syndicats. Tout ne peut pas venir d'en haut, tout ne peut pas être décidé d'en haut. Et s'il y a besoin d'urgence de réformer des pans importants du marché du travail ou de la réglementation, et nous le vivons, on a besoin de réformer fort, vite aussi. On ne peut pas le faire sans les acteurs directement concernés. Sinon, un jour, on se retrouve face à la rue parce qu'on aura contribué à voir s'effacer les syndicats d'employeurs ou de salariés. Vous partagez cette analyse? Mais bien sûr, le problème, il est là. Le coût de la réforme nécessaire, ça fait 30 ans qu'on nous l'a fait. Alors à chaque fois qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours la réforme nécessaire et ceux qui semblent s'y opposer. Parce que simplement, ils demandent des justifications sur l'objet de la réforme, sur son contenu et sur son objectif. Eh bien, on dit, vous n'êtes pas pour la réforme, donc vous êtes des contestataires. Non, pas du tout. Moi, je suis le président d'un syndicat qui est toujours pour la réforme dès l'instant qu'elle est nécessaire ou en tout cas qu'elle est justifiée par un contexte. Et dès l'instant qu'elle est imposée de façon extrêmement technocratique, ça n'a pas de sens. Et je termine sur l'exemple de la SNCF. La réforme de 2014 n'a pas été une réforme facile. Et les membres de l'encadrement, les cadres, quelque part, ont été convoqués à s'associer et à vendre cette réforme. Aujourd'hui, ils sont extrêmement déçus. Vous savez qu'il y a un taux de grévistes chez les cadres à la SNCF qui est très très important. Donc ça doit poser question. On ne réforme pas le pays contre ceux qui sont en responsabilité. Et moi, il me semble que ceux qui sont au niveau suprême de la responsabilité, donc le gouvernement et les responsables tout autour, ils devraient se préoccuper de savoir pourquoi ceux qui, sur le terrain, vont être en situation de devoir décliner cette réforme ne sont pas favorables à ces évolutions-là. C'est ça la vraie question. Et à l'intérieur de la crise des corps intermédiaires, de la crise de la représentativité qui est provoquée par l'attitude du gouvernement, il faut se poser la question de savoir jusqu'où on va dans ce pays si on n'associe pas dans l'esprit de réforme et dans l'aspect concret des réformes ceux qui sont en responsabilité dans le pays de la mettre en œuvre. Il n'y a pas que le gouvernement qui est responsable peut-être de cette crise de la représentativité. Les syndicats aussi ont leur responsabilité. Je pense que pour aller vite, la crise, elle est plus globale. On a une crise politique. L'élection présidentielle n'a rien réglé en la matière. On a une crise de la démocratie sociale et le gouvernement, par sa méthode, par le mépris affiché, la nourrit, cette crise de la démocratie sociale. Et puis on a tout court une crise sociale
parce que la théorie du ruissellement, les premiers de cordée, ça ne fonctionne pas. Et les trois quarts de nos concitoyens considèrent que... Ça devrait inciter les salariés à se syndiquer peut-être davantage. Tout à fait, c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, on parlait de réforme, je ne sais pas ce qui a été dit. On est toujours sur des formes régressives. Je connais, moi, aucun syndicat qui n'est pas pour la réforme, mais quel sens on y donne. Vous voyez, on va prendre un sujet qui n'est pas les cheminots, qui est le sujet de la dépendance. La CGT, elle porte la création d'une 5e branche de la sécurité sociale sur la prestation autonomie. Ouvrons le débat là-dessus. Mais mettons pas de suite, en même temps, la question d'une seconde journée de solidarité, dont on voit les résultats de la première, dont nos concitoyens sont ça sera le thème de notre débat tout à l'heure. Fabrice Angémy, je reviens à cette question quand même de la représentativité, puisque ça doit pousser aussi les organisations syndicales à se réinventer, à réfléchir comment on renouvelle ces idées, comment on y travaille au quotidien, y compris aujourd'hui dans les différentes mobilisations et luttes qui se font jour, puisque nous, on a décidé, entre guillemets, ce qu'on appelle d'ancrer la revendication entreprise, c'est-à-dire de retourner, de se redéployer auprès des salariés. Mais ça se travaille aussi avec des mesures qui vont en ce sens-là. Lorsque vous avez des salariés qui disent de toute façon c'est décidé, ça changera rien, c'est pas la peine de se mettre en mouvement en action, c'est pas la peine de syndiquer, on peut aller loin comme ça. Donc il faut, je veux dire, c'est pas une responsabilité uniquement syndicale, c'est aussi une responsabilité patronale, et on parlait de la succession, de la succession donc de Gattaz donc à la tête du MEDEF. Et moi je rappelle quand même donc que les études du ministère l'indiquent. Le premier frein à la syndicalisation, c'est la peur de la répression antisyndicale. C'est bien le premier frein. Et là-dessus, sur les ordonnances, pour revenir à un passé pas très lointain, il n'y a rien qui a été posé véritablement là-dessus. Donc voilà, il y a des choses à faire qui ne sont pas que de la responsabilité des syndicats. Les syndicats, on prend les nôtres, on n'est peut-être pas assez à l'écoute des salariés. Les salariés ont peur aujourd'hui de se syndiquer, Isabelle Moreau, et ensuite il faut reconnaître que c'est pas facile aujourd'hui de se syndiquer, de prendre une carte syndicale. Il y a aussi un autre aspect, c'est que le taux de syndicalisation est faible en France, parce que finalement, qu'on soit syndiqué ou pas, on a le bénéfice des accords qui sont négociés. Vous regardez un petit peu de ce qui se passe dans les pays du Nord, c'est vrai que le taux de syndicalisation est plus important, mais aussi parce que... Il a chuté ces dernières années. Il a chuté ces dernières années, mais souvent il était conditionné à l'octroi de droits d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le syndicalisme de service, et certains syndicats, je pense que le vôtre, travaillent un peu sur le sujet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, se syndiquer, c'est pas si facile. C'est une chute inéluctable, selon vous, François Omry? Alors, c'est pas inéluctable à la CFE-CGC, dont le nombre d'adhérents progresse depuis 10 ans, certes modestement, mais de 2 à 3% par an. Voilà. Donc, puisque vous me posez la question, je vous la donne. Et notre audience électorale a cru en 4 ans de 17%. Donc, de ce côté-là, en tout cas en tendance conjoncturellement, on n'a pas tellement à se plaindre. Mais ceci dit, il faut quand même mettre à distance les choses. Aujourd'hui, en France, les syndicats sont représentatifs. Je ne connais pas d'organisation à qui on ait imposé des contraintes plus fortes qu'aux syndicats que de faire la preuve de leur représentativité depuis 10 ans, depuis la loi de 2008. Et souvent, on essaye de nous emmener sur le terrain du nombre d'adhérents par rapport au nombre de voix. Tous les jours, en France, il y a une entreprise dans laquelle on fait des élections et dans laquelle il y a des salariés qui mettent un bulletin dans l'urne au nom de tel ou tel syndicat. En permanence, notre représentativité, elle évolue, elle est réévaluée. Ce qui n'est pas le cas des politiques. Les politiques, ils votent tous les 5 ans à l'Assemblée nationale. En fonction du moment politique, des partis disparaissent, des partis réapparaissent. Nous incarnons, nous, syndicats, la permanence de la représentation sociale. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement nous zappe complètement. C'est une erreur stratégique dont, à mon avis, ils vont payer des conséquences assez rapidement. Bernard Vivier, le gouvernement zappe-t-il réellement les partenaires sociaux? Oui, présentement, oui, bien sûr. Et de ce fait, il empêche les organisations syndicales d'évoluer vers la négociation entre eux, en les infantilisant en partie et en considérant que l'État va faire à la place des acteurs. La responsabilisation des organisations syndicales, elle passe par la mise en demeure pour ces organisations, patronales et syndicales, de faire leur devoir et de rendre service à leurs adhérents. Vous parliez du syndicalisme dans les pays scandinaves. Pourquoi y a-t-il un taux de syndicalisation très élevé, 10 fois plus élevé en Suède qu'en France? Parce qu'en Suède, quand on a une augmentation de salaire collectif dans l'entreprise, il faut avoir adhéré à un syndicat, il faut que le syndicat ait signé l'accord. Donc forcément, la propension à se syndiquer est forte. Et en France, c'est vrai, nous avons 7% de salariés syndiqués et plus de 93% de salariés qui bénéficient des avantages collectifs, salaires notamment, négociés par les quelques salariés syndiqués. Donc François Omry, il a bien raison, le syndicalisme en France, c'est une réalité qui est construite,
quotidienne et dont l'action ne se mesure pas seulement aux élections. Et on est rattrapé par l'actualité puisqu'on apprend qu'Édouard Philippe a invité l'ensemble des syndicats de la SNCF et leurs responsables confédéraux à des réunions bilatérales le 7 mai à Matignon. Isabelle Moreau, la négociation reprend petit à petit. Écoutez, alors là c'est un peu trop tôt pour vous répondre puisque comme on le disait tout à l'heure, les syndicats sont réunis et ils se réunissaient à partir de 17h. Donc je pense qu'ils ont eu le message et je pense que le message qui arrive à cette heure-là... C'est une lettre effectivement adressée... Ce n'est pas anodin du tout. Donc je pense qu'ils doivent discuter entre eux. Là, j'avoue que je suis totalement mal placée pour pouvoir répondre. Ils souhaitaient de toute façon parler avec le Premier ministre, donc je pense qu'ils vont peut-être voir ça comme un geste, peut-être qu'au sein des organisations syndicales, je vous vois hocher la tête, peut-être pas sûrement. Mais il ne faut pas que ça le remette de la méthode des ordonnances. Oui, je ne hoche pas la tête sur discussion, discutons, mais sur remec des ordonnances. Voilà. Oui, tout à fait. Donc il ouvre une porte, on verra après s'il y a l'unité syndicale ou pas, parce que c'est vrai que certains, je pense notamment à l'UNSA ou à la CFDT, se disaient peut-être que ce serait bien de reprendre langue avec le gouvernement. Je pense qu'on saura ça un petit peu plus tard. Je pense que tout le monde dit que ça serait bien de discuter véritablement avec le gouvernement. Encore faut-il que le gouvernement... Rendez-vous est pris visiblement le 7 mai. Merci Fabrice Angéli. Merci à vous Isabelle Moreau. Merci François Omril. Merci à Bernard Vivier. C'est l'autre temps fort de l'actualité. Aujourd'hui, cette image d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Première visite d'un dirigeant étranger depuis l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain qui n'a pas oublié son accueil en France lors du défilé du 14 juillet. Il multiplie les gestes envers son hôte, signe d'une bonne entente affichée, malgré une relation chaotique à ses débuts. Stéphane Amalian. Leur relation avait démarré comme un bras de fer, une poignée de main intense entre les deux chefs d'État. Et le premier coup de canif est venu de Donald Trump. J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris. Les États-Unis se retirent des accords de Paris sur le climat. Réplique immédiate d'Emmanuel Macron qui détourne le slogan de campagne du milliardaire américain. Make our planet great again. Macron tient tête à Trump, mais la relation entre les deux hommes reste malgré tout respectueuse, voire amicale. Le chef de l'État accueille Donald Trump pour le défilé du 14 juillet 2017 et réaffirme les liens entre les deux États. Nous avons trouvé aussi des alliés sûrs. Les États-Unis d'Amérique sont de ceux-ci. C'est pourquoi rien ne nous séparera jamais. Derrière l'entente cordiale, des points de désaccord persistent, notamment à propos de l'accord sur le nucléaire iranien ou les taxes douanières sur l'aluminium et l'acier que veut imposer Donald Trump. Là encore, Emmanuel Macron espère dissuader le président américain en mettant en place un dialogue progressif. En réalité, si on attend de cette rencontre qu'il y ait un document signé, qu'il y ait un acte concret que ramènerait Emmanuel Macron dans ses bagages, on va être très déçus. La douane va être très facile à passer puisqu'il y aura évidemment rien de tangent qui va être fait pendant cette visite. Tout ça, c'est pour construire pour l'avenir. Alors on peut espérer à ce moment-là qu'ayant construit une relation forte dans l'avenir, Emmanuel Macron arrivera à faire bouger Donald Trump sur ses bases. Mais des intérêts communs existent, notamment lorsque la France a frappé la Syrie avec les États-Unis en représailles à l'attaque chimique présumée de Douma. On retourne à la salle des conférences où nous attend Quentin Calmet pour une nouvelle réaction. Vous êtes aux côtés du sénateur LR, Gérard Longuet. Merci Gérard Longuet de répondre à nos questions. Emmanuel Macron entame aujourd'hui le deuxième jour de sa visite, de sa visite aux États-Unis, avec des sujets très compliqués sur le nucléaire iranien, sur les accords de Paris sur le climat. Que pensez-vous de l'attitude d'Emmanuel Macron qui surjoue l'amitié avec le peuple américain? Est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous? Je vous laisse la responsabilité de savoir s'il surjoue. Ce qui est certain, c'est que les grandes nations ont des intérêts, elles n'ont pas d'amis. Et nous avons avec les États-Unis des relations anciennes. L'amitié personnelle ne gomme pas la réalité des divergences d'analyse. Comment est-ce que vous expliquez que les deux présidents affichent comme ça une telle entente alors que leurs visions, elles sont diamétralement opposées? On peut avoir de la sympathie pour quelqu'un et ne pas partager les intérêts qu'il représente. Alors, il se trouve que sur le Proche-Orient, par exemple, ou sur le climat, deux sujets majeurs, les États-Unis du président Trump, en tous les cas, la campagne présidentielle de Trump et l'exercice de son pouvoir montrent qu'il est opposé à l'accord sur l'Iran, il l'a dit, ce n'est pas une surprise, et qu'il est de même opposé à la mise en œuvre des accords de Paris. Alors c'est l'un des sujets les plus délicats. L'amitié n'y fait rien.
Oui, mais sur le nucléaire iranien, c'est l'un des sujets effectivement le plus délicat. Après le 12 mai, Donald Trump pourrait dénoncer l'accord actuel sur le nucléaire iranien. À ce moment-là, quelle doit être la décision de la France? Qu'est-ce que la France doit faire? Sur qui doit-elle s'aligner à ce moment-là? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Il peut le dénoncer naturellement, mais il ne peut le dénoncer que s'il a l'esquisse du commencement, du début d'une solution. Parce qu'on lui reprochera, la communauté mondiale lui reprocherait à juste titre de créer un désordre sans ouvrir de perspective. Donc, comment le fera-t-il et dans quelles conditions le fera-t-il? Nul ne le sait à cet instant. Vous souhaitez que la France, elle s'aligne à ce moment-là sur la position américaine? Non, Quel doit être le rôle de la France a été un des artisans de cet accord, qui est un accord raisonnable, qui a le mérite d'ouvrir des perspectives pour l'Iran, en contrôlant le développement nucléaire de l'Iran et en garantissant le caractère civil de ce développement. Donald Trump a eu des mots très durs envers l'Iran pendant cette conférence de presse cet après-midi. Comment est-ce que vous expliquez que l'Iran soit comme ça pointé du doigt de cette façon par le président américain? L'Iran est quand même très actif dans toute cette partie du monde et on voit bien qu'en Irak, particulièrement, les Américains ont été très fortement impliqués. L'Iran joue un rôle décisif. Qu'en Syrie, l'Iran a joué un rôle décisif et qu'au Liban, le malheureux Liban, le Hezbollah chiite libanais est complètement soutenu par l'Iran. J'ajoute que cet Hezbollah bénéficie d'un armement qui pourrait un jour se redresser contre Israël. Et vous connaissez les liens d'Israël avec les États-Unis et d'ailleurs avec l'Europe. Autre sujet très sensible, la hausse des taxes sur les importations d'aluminium et d'acier. Qu'est-ce que ça dit maintenant de la guerre commerciale qui va comme ça être de plus en plus dangereuse pour l'économie mondiale? Revenons à l'essentiel. C'est une guerre entre la Chine et les États-Unis. Il se trouve que nous sommes, nous, Européens, une victime collatérale, parce qu'à partir du moment où les États-Unis ferment leur marché à la Chine va déverser sur l'Europe ses surcapacités de production d'acier, par exemple. Et donc, le vrai danger, c'est que l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, qui a sans doute des éléments de vérité, fasse une victime principale, ni les États-Unis, ni la Chine, mais l'Europe. Un mot aussi sur tous ces dossiers diplomatiques. On avait vu en Donald Trump un isolationniste. Là, on voit qu'il y a aussi une autre facette de sa politique qui se dévoile en Syrie, par exemple, où il a été très volontaire. Est-ce qu'on s'est trompé sur ce qu'on pensait être la politique diplomatique? Oui, volontaire, et en même temps, il replie ses troupes. C'est d'ailleurs ce que le président Macron, je crois, doit lui dire. On a fait un travail utile qui était de riposter, de sanctionner l'usage de l'arme chimique. Maintenant, si c'est pour laisser tomber toute intervention et donc se replier, ce n'est certainement pas la bonne réponse. Alors, la vérité, c'est que Trump est profondément américain et défend ce qu'il juge être les intérêts à court terme des États-Unis. Eh bien, merci. Merci Gérard Longuet d'avoir partagé votre analyse avec nous sur Public Sénat. Merci à vous, Quentin, pour cette nouvelle réaction. Et Anne Desine, spécialiste des États-Unis, notre invitée. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Anne Desine, on va décrypter ensemble les enjeux de cette visite de 3 jours et notamment le dossier du nucléaire iranien. Mais avant cela, on va parler de la relation qui unit Emmanuel Macron à Donald Trump. Comment peut-on la qualifier aujourd'hui ? C'est vrai que c'est assez incroyable, parce qu'il y a des moments où ils semblent presque avoir de l'affection l'un pour l'autre. Au début, quand ils s'attapaient par le bras, c'était un petit peu un rapport de force. Je ne me laisserai pas faire, je ne me laisserai pas tirer vers l'autre, etc. Mais là, j'ai regardé un petit bout de la conférence de presse, et à la fin, je veux dire, quand Trump attrape Macron, le prend sur l'épaule, c'est presque affectueux. Donc c'est assez incroyable. Le problème, c'est que cette entente, cette camaraderie, cette estime réciproque quelque part, parce qu'ils sont des mavericks, comme notre président l'a dit sur Fox News, des outsiders de la politique qui ont réussi à être élus contre toute attente. Justement, certains commentateurs estiment qu'ils se ressemblent, qu'ils ont gagné contre l'establishment. Ils ont des points communs. Alors, certains peuvent être neutres ou positifs, d'autres sont un peu inquiétants. Du côté neutre et positif, ce sont effectivement des gens qui n'appartenaient pas à l'establishment politique, encore que Macron avait quand même travaillé à l'Élysée et au ministère des Finances. Il avait été ministre des Finances, donc c'est pas tout à fait un inconnu du secteur politique, mais c'était quand même un outsider. Ce sont des hommes d'affaires, et je pense que le langage des affaires les rapproche, ça c'est clair.
Emmanuel Macron n'en est pas à faire des deals, mais bon, ils comprennent ce que sont les enjeux économiques et financiers mondiaux. Sans doute notre président un petit peu plus que le président américain. Mais d'autres choses qui les rapprochent, et pour nous, c'est pas très très bon, c'est qu'en fait, on a réalisé une centralisation du pouvoir, comme il y a à la Maison-Blanche une centralisation du pouvoir autour du président Trump, qui délite très peu et qui s'appuie sur quelques fidèles, pas nécessairement les plus compétents. Et puis tous les deux ont une communication extrêmement contrôlée, parce que les tweets du président Trump, bon, parfois ils semblent contre-productifs, mais quand même, quelque part, il poursuit une stratégie qui est de tout bouleverser, d'aller là où on ne l'attend pas, et puis d'obliger les médias à se focaliser sur des choses qui ne sont pas nécessairement les plus... Ça, c'est un langage qu'Emmanuel Macron a compris, cet aspect provocateur. Oui, et lui, il a quand même une communication extrêmement contrôlée. Et donc, par des moyens un petit peu différents, tous les deux considèrent que les médias... Emmanuel Macron ne dirait jamais qu'ils sont les ennemis du peuple, mais que les médias doivent être un petit peu contrôlés et que plus on peut leur donner l'information que l'on souhaite venant du palais présidentiel, mieux cela... On sait qu'Emmanuel Macron est arrivé aux États-Unis avec un statut d'allié militaire de premier plan depuis les frappes en Syrie. Ça, c'est un atout considérable aussi pour le chef de l'État français. Oui. Alors, l'aspect allié militaire était déjà bien établi depuis la cérémonie du 14 juillet. À cet égard, cette invitation au 14 juillet, les visites guidées, les petits chuchotements pendant le défilé pour expliquer ce qu'étaient les troupes, les avions de combat, etc. Le président Trump était reparti avec l'idée que la France, finalement, c'était pas un petit pays vaguement en Europe, c'était quand même un allié extrêmement important. Nous sommes encore la 5e ou 6e puissance mondiale sur le plan économique, et surtout, la France a un siège au Conseil de sécurité et détentrice de l'arme nucléaire. Et ça, c'est quelque chose que je pense le président américain n'avait pas tout à fait saisi. Et à la fin de la visite du 14 juillet, il l'avait bien compris. Les frappes militaires ont renforcé cette prise de conscience. Oui. Le couple Merkel-Obama a structuré les relations transatlantiques pendant 8 ans. Est-ce que ce couple, Donald Trump et Emmanuel Macron, l'a déjà remplacé justement dans ce rôle ? Complètement. Obama a appelé la chancelière à peu près une fois par semaine, et là, il semblerait que les deux présidents s'appellent régulièrement. Alors, ça ne veut pas dire que des miracles vont se produire, mais déjà, si des dirigeants peuvent se parler, et ils semblent pouvoir entendre l'un de la part de l'autre leurs divergences. Parce que parfois, ce n'est pas facile d'exprimer qu'on n'est absolument pas d'accord, qu'on a une vue diamétralement opposée. Et là, je veux dire que j'étais quand même un peu surprise que le président Trump répète que l'accord sur le nucléaire iranien était le pire accord du monde. J'espérais qu'il prendrait un petit peu de distance avec ces affirmations, de façon à peut-être accepter de proroger pour 3 mois. Je dois dire que là, mon optimisme a été sérieusement douché. Alors justement, puisque vous parlez de ce dossier nucléaire iranien, c'est vrai que c'est un désastre, dit Donald Trump. Il a été très dur. Quelles sont les chances justement d'influencer sa décision ? Ses conseillers nous disent qu'il n'a pas encore pris, Donald Trump, sa décision, ce qu'il veut remettre en cause cet accord. Oui, je pense qu'il faut distinguer le fond et la forme. Sur la forme, il n'aime pas que l'on puisse avoir l'impression qu'il est influencé. Donc, quelque part, il faudrait que le président français soit extrêmement psychologue, prudent, de façon à ce que, là encore, le monde entier et sa base n'aient pas l'impression qu'il a été manipulé par le président français. Sur le fond, en fait, il reproche 4 choses à cet accord, schématiquement. 1, le fait que c'est un accord temporaire, ce qu'on appelle le sunset, donc au bout dans une dizaine d'années, l'accord tombe. Le fait que les contrôles ne sont pas, d'après lui, suffisamment forts. Il réclame plus d'inspections, d'ailleurs. Oui, voilà, plus d'inspections. Le fait qu'il n'y ait pas question des tests de missiles balistiques. Et puis, une 4e contrainte que j'ai oubliée. Mais donc, en fait, les négociateurs sont en train de travailler avec le secrétaire d'État par intérim, puisqu'il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères en ce moment, puis quelqu'un, dénommé Hook, qui est chargé du dossier. Et donc, mon espoir, c'était que je pense que ce n'est pas une bonne idée d'amender l'accord, c'était tellement difficile, mais peut-être d'ajouter des sortes d'accords complémentaires, comme ça se fait fréquemment en matière de traités, qui tenteraient de régler les problèmes. Et j'espérais donc, mais je répète, avec les critiques qui ont été redites, mon espoir est un peu douché, que le président Trump pourrait persuader l'inverse, que Macron pourrait convaincre le président Trump de ne pas
décertifier, donc de gagner 3 mois, et que pendant 3 mois, les négociateurs pourraient avancer sur les 4 aspects qui semblent insuffisants au président américain. Sur cette question de l'influence que peut avoir Emmanuel Macron sur la Maison-Blanche, on parlait de ce statut de meilleur allié. Finalement, ça n'a jamais été une garantie de pouvoir influencer Donald Trump. Non, alors les Américains, là, parlé aujourd'hui beaucoup du président qui murmure, la whisper, comme le film, vous savez, qui murmurait à l'oreille des chevaux. Bon, mais... Vous n'y croyez pas? Franchement, d'abord, plus personne ne peut prévoir quoi que ce soit sur le comportement du président américain. Et à partir du moment où il a répété son hostilité à l'accord iranien, je répète, je suis beaucoup moins optimiste que je ne l'étais hier. Alors, peu d'espoir sur le dossier iranien du nucléaire. En revanche, sur le climat, là aussi, on voit qu'Emmanuel Macron va demander à Donald Trump de revenir sur l'accord de Paris. Quelles sont ses chances de réussite? On voit qu'il a, en quelque sorte, opéré une stratégie de l'encerclement. Il parle au gouverneur, à la société civile. Il veut montrer que la décision de se retirer de cet accord de Paris n'est pas si populaire que ça pour Donald Trump au sein de la population américaine. Oui, je suis un peu étonnée qu'il n'ait pas renoncé au climat et qu'il ne se soit pas polarisé sur l'Iran. Parce qu'en fait, d'abord, l'accord de Paris, tout ce que nous avons pour le moment, c'est une décision du président américain de se retirer. Mais le retrait n'interviendra que le lendemain des prochaines élections présidentielles américaines en 2020. Donc pour le moment, au plan de l'accord, il ne se passe rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les États, les collectivités locales, un certain nombre d'entreprises se sont mobilisées en disant « Mais nous allons faire notre possible pour tenir les engagements, qui de toute façon sont des engagements non contraignants, de l'accord de Paris ». Simplement, ce qui est très inquiétant, c'est celui qui dirige l'Agence de protection de l'environnement, Scott Pruitt, qui en quelques mois a réussi un démantèlement total. Tout ce qui pouvait être dérégulé de ce qu'avait fait l'administration Obama au cours des derniers mois a été jeté à la poubelle. Et donc, ce sera plus difficile pour les autres, celles qui veulent protéger le climat, de contrebalancer le fait que la porte est ouverte pour de nouveau des voitures qui consomment beaucoup d'essence, des cours d'eau qui ne sont plus protégés, et tous les décrets qu'avait pris l'administration Obama à la fin du mandat. Quentin Calmet évoquait également ce sujet avec Gérard Longuet, celui des taxes douanières. Là aussi, quelles sont les chances pour Emmanuel Macron de faire revenir Donald Trump sur sa décision ? C'est difficile. Alors, il faut se rappeler que la chancelière allemande vient à Washington vendredi. Dans 2 jours. Voilà. Et que l'Allemagne est plus affectée que la France par les droits de douane. Donc, peut-être que dans un partage du travail, Emmanuel Macron s'intéressera plutôt aux autres dossiers et laisserait le dossier des douanes à la chancelière. Cela étant, il faut être réaliste. Les droits de douane, c'est qu'une toute petite partie du commerce international. Il y a les investissements à l'étranger et puis il y a tout un tas de comportements des États-Unis qui nous causent beaucoup plus de préjudice que les droits de douane. Un seul exemple, l'application extraterritoriale de la législation sur le boycott et de la législation anticorruption. Et à cet égard, si les États-Unis sortaient de l'accord avec l'Iran, ça veut dire que les entreprises françaises qui envisagent de faire des affaires en Iran risqueraient de tomber sous le coup de la loi boycott, anti-boycott américaine, et donc de devoir payer des amendes aussi considérables que Siemens, Alstom, etc. ont payé en matière de corruption, ou la BNP pour utilisation du dollar. Donc il y a un risque géopolitique s'il y a sorti de l'accord de l'Iran, mais il y a aussi pour les entreprises françaises, très cyniquement, un énorme risque juridique et financier. Eh bien, merci beaucoup Wendy Zine pour cette analyse. Merci d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Alors que les personnels des EHPAD ne cessent de dénoncer leurs conditions de travail, le Conseil économique, social et environnemental s'attaque à son tour au financement de la dépendance. Dans un rapport publié aujourd'hui, il appelle le gouvernement à ouvrir un débat sur la prise en charge de la perte d'autonomie. Fabien Riquer. La population vieillit, mais la prise en charge du vieillissement est en crise. Dans son rapport au gouvernement, le Conseil économique et social en appelle à un débat d'intérêt général sur le financement de la prise en charge en France. Le rapport préconise que ce financement demeure public, sans avancer toutefois de pistes concrètes. Mais Emmanuel Macron l'a confirmé récemment, la création d'un 5e risque au sein de la sécurité sociale, ainsi que l'instauration d'un jour de solidarité supplémentaire sont à l'étude. C'est une piste. Vous y êtes favorable ? Est-ce que ça a bien marché la dernière fois? 1,5 milliard, ça devrait rapporter. Moi, je ne suis pas contre. Je pense que c'est une piste intéressante. Le CESE propose aussi de mieux lutter contre les disparités entre les territoires en tenant compte de critères économiques et démographiques. Si les allocations d'aide à l'autonomie des personnes âgées sont à la charge des départements, certains parmi les plus vieillissants sont aujourd'hui incapables de faire face.
Devant le mal-être des soignants, le rapport préconise le recrutement de nouveaux personnels et reprend à son compte une proposition de plusieurs parlementaires, doubler les effectifs dans les EHPAD pour un taux minimum d'encadrement de 60% des résidents. Les auteurs du rapport veulent enfin voir réaffirmer les droits des personnes âgées pour que soit mis fin à ce qu'ils nomment une maltraitance institutionnelle, conséquence de moyens humains et financiers insuffisants. Et justement, on va voir un exemple de ce manque de moyens, puisque beaucoup de personnes âgées restent à domicile. Pour les aider, il y a leurs proches, on les appelle les aidants. Il serait près de 11 millions en France à jongler entre leur travail, la famille et un proche dépendant. C'est une charge lourde. Regardez ce reportage de Marie Brémaud. Cuisiner des bons petits plats, c'est son métier. Agnès est chef à mi-temps. Mais aujourd'hui, c'est pour sa mère de 91 ans qu'elle cuisine. Moi, je n'avais pas du tout envie qu'elle ait des portages de repas. C'est vrai qu'elle nous a toujours habitués. Quand on était petits, elle nous faisait des bonnes choses à manger. On fait partie d'une famille où on mangeait bien, c'était important. Agnès prépare quasiment tous les repas de sa mère, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça fait quand même très longtemps que je m'occupe de ma mère au quotidien. C'est venu tout doucement, au fur et à mesure. Il y avait de plus en plus de choses à faire pour elle. Maman! Coucou! Maman! J'avais un malaise. T'avais un malaise? Comment ça? Agnès rend visite à Raymonde, dit Nonna, 3 à 4 fois par semaine. Tu m'as pas fait un petit bisou? Je trouve ce qu'il y a de pas mal, c'est de passer assez souvent et de rester pas trop longtemps. Après, ça dépend. Parfois, on fait les ongles, hein, maman? Oui. Je lui coupe les ongles, alors ça, elle aime bien. 3 fois par jour, des auxiliaires de vie viennent s'occuper de Raymonde et tout est noté dans ce cahier. Comme ça, on note tout, ce qu'on lui donne à manger. Voilà, c'est pour que tout le monde soit au courant de ce qui a été fait, donné, etc. Avec ses 3 frères, ils ont mis en place une organisation pour que leur mère puisse rester le plus longtemps possible à domicile. 1 800 € par mois, que Raymonde finance seule avec sa retraite et ses économies. T'es contente d'être chez toi, hein? Non? Oui. Oh ben c'est un petit oui, hein? Oui. Si Agnès aujourd'hui a trouvé un équilibre, pour beaucoup d'aidants familiaux, s'occuper d'un parent âgé au quotidien peut vite devenir un fardeau. Souvent, on regarde cet aidant ou cette aidante en disant « cette femme est une sainte, cet homme est un héros », mais à force d'assigner la sainte à être sainte, on ne voit pas qu'elle a maigri, qu'elle dort moins, qu'elle mange moins, qu'elle est beaucoup plus stressée. Et aujourd'hui, c'est vrai que les proches aidants se déclarent pour plus de la moitié d'entre eux sur un état de santé plus mauvais que quand ils n'étaient pas en situation d'aidance. Bonsoir. 18h, Jeanne, l'auxiliaire de vie arrive. La relève est assurée. Agnès peut vaquer à ses occupations et rentrer sereinement chez elle jusqu'à la prochaine visite. Et on ouvre le débat dans le Sénat 360 sur cette question du financement de la dépendance avec mes invités sur ce plateau. Marianne Monchamp, bonjour, merci d'être avec nous. Présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ancienne secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Bienvenue à vous. Bruno Jambard est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint chez Opinionway. Vous avez publié aujourd'hui un sondage sur le rapport des Français à la dépendance. On va en parler dans un instant. Également avec nous Françoise Forette, bonjour. Professeure de médecine, vous êtes spécialiste en gériatrie, directrice de l'International Longevity Center France. Et vous appelez, dans une tribune publiée aujourd'hui dans le journal Le Monde, à une assurance dépendance publique obligatoire. Ça sera un des thèmes de ce débat. Et puis Pascal Chanvert est également avec nous. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, ADPA. Merci à tous les 4. Marianne Monchamp, on voit aujourd'hui que le Conseil économique, social et environnemental appelle le gouvernement à ouvrir le débat sur le financement de la dépendance. Il y a en effet urgence. Vous saluez
ce rapport du Conseil économique, social et environnemental? Oui, certainement. C'est un rapport très, très complet, très large également, qui permet d'embrasser le sujet dans toute son ampleur et dans toute sa complexité, et qui fait écho à cette invitation qui a été celle du président de la République, de faire que la nation se saisisse de ce sujet. On sait que c'est une question qui est récurrente, qui a été abordée par de nombreux gouvernements. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps véritablement d'aller jusqu'à un nouveau modèle de protection sociale qui permette une réponse à nos concitoyens âgés. Il faut un débat public aujourd'hui sur cette question de la dépendance, Pascal Chanvert? Absolument pas. Il ne faut aucun débat sur la dépendance. Par contre, il faut un débat sur l'aide à l'autonomie. Et la première chose à faire quand on parle d'hommes et de femmes qui sont des citoyens à part entière, même s'ils sont âgés et qu'ils sont handicapés, c'est bien d'avoir en tête que ce n'est pas de dépendance dont il faut parler, mais d'autonomie. Ça devient insupportable, ce terme qui est répété en boucle et qui, au fond, assigne des Françaises et des Français à une situation de sous-catégorie. Mais pour autant, bien entendu, sur le fond de votre question, bien entendu qu'il faut un grand débat. Le président de la République l'a souhaité, Marianne Monchamp vient de le rappeler. C'est tout à fait essentiel. Il faut que nous sortions de cette situation que nous avons dénoncée avec les organisations syndicales en janvier et en mars, qui est ce retard de la France en matière d'aide aux personnes âgées fragilisées, retard qui se traduit par un manque de professionnels à domicile et en établissement, et puis des coûts beaucoup trop payés, assumés par les personnes âgées et les familles, que ce soit des coûts financiers en établissement ou de l'épuisement, comme cela vient d'être dit, à domicile. Effectivement, et on va en parler. Françoise Fourette, c'est vrai que depuis les grèves inédites dans les EHPAD, l'opinion publique semble un peu plus sensible à ce sujet de la perte d'autonomie. C'est un réveil salutaire, selon vous? C'est un réveil tout à fait salutaire, mais je pense qu'il faut que la population se rende compte qu'on ne fera pas de progrès s'il n'y a pas de l'argent neuf. Alors je crois que le débat doit porter sur la façon dont nous allons peut-être produire cet argent nouveau, car moi j'établis à 16 milliards les fonds nécessaires, et dans le projet que nous avons fait avec mes collègues et puis 2 jeunes actuaires, c'est à peu près la même chose. Pour 1 euro par jour d'assurance dépendance publique obligatoire, on apporte 16 milliards à la collectivité. Et c'est un processus qui peut être absolument adopté dans la durée, comme l'ont montré les 2 jeunes actuaires. Bruno Jambard, quel rapport entretiennent les Français justement avec cette question de la perte d'autonomie vis-à-vis de la vieillesse? C'est compliqué parce qu'évidemment c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui inquiète, donc automatiquement on a toujours un rapport un peu ambigu sur ce type de questions, mais globalement ce que l'on voit, c'est que depuis que ce sujet est rentré dans le débat, on va dire à partir de 2003 et de la canicule, il y a quand même une progression assez forte de la sensibilité de l'opinion publique à ce sujet, et du sentiment qu'il faut le prendre en compte. Et dans l'enquête qu'on a réalisée effectivement et qu'on a publiée aujourd'hui, on voit qu'il y a un sentiment qu'il est nécessaire aujourd'hui de créer ce qu'on appelle ce 5e pilier de la sécurité sociale, et donc d'avoir demain une assurance ou un système collectif pour mieux prendre en charge cette problématique. Alors vous évoquiez effectivement la canicule de 2003, cela avait donné lieu à la création en 2004 d'une journée de solidarité. Marianne Monchamp, elle rapporte plus de 3 milliards d'euros destinés au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes. On sait que le chef de l'État a réfléchi et propose peut-être la création d'une seconde journée de solidarité. Est-ce que vous êtes favorable? Alors, je crois que le chef de l'État a évoqué cette piste de financement. Elle fait partie de l'ensemble des pistes de financement. Je n'ai pas entendu qu'il s'agissait d'un choix ou qu'il s'agissait en aucune manière d'un arbitrage. C'est une piste. C'est une piste. Il y en a d'autres sur la table. Ce qui est très important de rappeler, c'est qu'effectivement, en 2003, la nation française s'est réveillée sidérée. Parce qu'on avait juste oublié qu'il y avait des personnes âgées, toutes seules chez elles, et qu'elles pouvaient mourir, ces personnes, tout simplement parce qu'il y avait une canicule. Donc, on peut comprendre à ce moment-là qu'effectivement la nation, dans une espèce d'effet de sursaut, ait décidé de consentir cet effort-là par cette journée de solidarité qui, vous avez bien raison de le dire, rapporte pas mal d'argent, et puis surtout de façon dynamique, c'est-à-dire quand l'économie va bien, ça rapporte encore plus d'argent. Pour autant, je crois qu'un des sujets qu'il faut vraiment que nous traitions, que nous adressions collectivement, c'est de savoir vers quel modèle nous voulons aller. Et si vous voulez, moi j'entends tous les sujets qui concernent les financements, ils sont très importants, ils sont structurants, mais à la condition que nous soyons bien d'accord, quand je dis nous, je parle de l'ensemble de nos concitoyens, sur la manière dont nous voulons apporter des réponses aux personnes, là où elles vivent,
comme elles vivent, avec leur choix, avec leur famille, avec leurs aidants. Et pour cela, il est très important de bien comprendre, au fond, ce qui aujourd'hui est la réponse. La réponse du pays, c'est une réponse en soins, financée par la sécurité sociale, l'assurance maladie. J'ai envie de dire, tout n'est pas parfait, mais globalement, nous savons consentir cet effort. Il y a un deuxième niveau qui est le financement de ce que l'on appelle, Pascal Chanvert déteste ce terme, il a raison, je partage son avis, le financement de la dépendance, entendez, le maintien en vie autonome de nos concitoyens âgés. Ça, nous savons le financer en partie, les départements ont un peu du mal, les articulations sont douloureuses, et puis surtout, il y a des inégalités territoriales redoutables. Et puis, il y a un troisième étage à la fusée, c'est le financement du logement, de l'hébergement des personnes. Et là, le compte... On va y venir, Marianne Monchamp, mais... Le reste à charge est très important. Au drame humain s'ajoute souvent un drame financier. Je vous propose d'écouter Armelle de Guibert, c'est la déléguée générale des Petits Frères des Pauvres. Elle a été interrogée par les équipes de Public Sénat. On l'écoute. Quand on vieillit, plus le temps passe, plus les besoins financiers sont importants. Oui, soit vous avez une retraite très confortable où vous avez pu voir venir et vous pouvez vous payer tous les services, mais clairement, les financements publics sont insuffisants, notamment pour ces personnes qui sont dans des retraites, on va dire, entre 1 200 et 3 000, 3 500 euros. S'ils n'ont pas mis de côté avant, clairement, quand vient la perte d'autonomie, ils n'ont pas les moyens suffisants, même pour se payer une maison de retraite. Pascal Chanvert, comment réagissez-vous à ce que vous venez d'entendre? Ce que dit Armelle de Guibert est parfaitement exact. On fait payer aux personnes âgées et à leurs familles, ce qui est totalement insupportable, des coûts hors de proportion. Le coût moyen d'une maison de retraite, c'est 2100-2200 euros par mois. La retraite moyenne, elle est à 1100 euros. C'est-à-dire que c'est le seul, dans notre pays aujourd'hui, c'est le seul secteur d'activité où on demande à des gens de gagner deux fois ce qu'ils gagnent. Si nous pouvons tous aller quand nous en avons besoin dans un hôpital public ou dans une clinique privée, c'est parce que l'assurance maladie, c'est-à-dire l'ensemble des Français, finance le séjour de ceux qui doivent aller en hôpital ou en clinique. C'est cela qu'il faut faire, exactement la même chose pour l'aide aux personnes âgées. Pas forcément, je suis d'accord avec Marianne Monchamp, pas forcément par le biais de la sécurité sociale, mais de préférence par le biais de la solidarité nationale, parce que la solidarité nationale, c'est ce qui fait que nous nous retrouvons tous en fonction de nos capacités contributives. Il faut créer un cinquième risque, selon vous, Pascal Chanvert? Oui, on peut parler d'un cinquième risque. Comment doit-il être financé? Alors certains disent l'assurance, c'est ce que propose Françoise Forest, ça n'est pas ce que je préfère, éventuellement à titre complémentaire, mais moi je préfère en couverture de base que ce soit la solidarité nationale. Alors on peut le financer, le CESE, le Conseil économique et social, avait il y a quelques années proposé que ce soit par une taxe sur les successions. Il peut y avoir d'autres types de financement, le débat est ouvert, il faut l'engager. Il faut juste penser qu'on va parler de beaucoup de milliards. Françoise Forest parle de 16 milliards, sans doute. Il faut toujours penser que ça va permettre de créer des centaines de milliers d'emplois. Donc on va faire des économies sur les allocations chômage, on va permettre de développer des activités nouvelles et donc mieux aider nos aînés, c'est permettre aux plus jeunes de trouver un emploi et ça c'est tout à fait indispensable. Et pourquoi? Et pourtant Bruno Jambard, vous avez sondé les Français et ils sont opposés, on va voir, à 65% à la création d'une nouvelle journée de solidarité. Comment expliquez-vous ce résultat? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, ça n'a jamais été très populaire la journée de solidarité. Même après 2003, juste après 2003, il y avait quand même un équilibre dans l'opinion publique entre ceux qui pensaient que c'était une bonne idée et ceux qui s'y opposaient. Mais très vite, on a basculé dans l'opposition parce que malgré tout, on demande aux gens de travailler gratuitement pour financer quelque chose. Donc c'est pas facile. Et je crois qu'il y a une autre raison plus profonde, c'est que la journée de solidarité, elle a quand même un gros défaut, c'est qu'elle n'est pas appliquée de façon, je dirais, homogène dans le pays. Et aujourd'hui, dans les enquêtes qu'on peut faire, on voit que souvent, ce sont seulement un salarié sur deux qui travaillent réellement ce jour-là. Et donc, sans compter que parfois les écoles sont ouvertes, donc des problématiques particulières. Donc, il y a, je crois aussi, une réticence à la journée de solidarité parce que celle qui existe déjà, elle montre ses limites finalement dans sa réalité. Et beaucoup d'entreprises, par exemple, ferment et vous obligent à prendre soit une journée de congé, soit une journée de C'est moins au nom de l'aspect solidarité que de l'efficacité de cette mesure, le rejet des Français. En tout cas, c'est vrai que ce caractère un peu, je dirais,
hybride qu'elle a pris avec cette liberté qu'on a laissée à chacun de travailler ou pas, enfin au niveau des entreprises, explique en partie, à mon avis, la réticence. François Sorette. Alors, quand je parle d'assurance, c'est bien évidemment la solidarité nationale. Hein, et je verrai la manne qui pourrait être récoltée, gérée par un organisme comme la CNSA, et non pas par la sécurité sociale, parce que c'est quand même une grande caisse où tout le monde puise. Et moi, je pense que cet argent, si on arrive à le récolter, il faut le sanctuariser. Et finalement, ce qu'on peut appeler l'environnement démographique de la perte d'autonomie est totalement favorable à un système assurantiel. Parce que quand on cotise pour la retraite, on a des cotisations très élevées. Mais tout le monde, sauf ceux qui sont morts, mais heureusement il n'y en a pas beaucoup à l'âge de la retraite, tout le monde va bénéficier de la retraite. Quand on cotise pour l'assurance maladie, normalement les cotisations sont très élevées et c'est normal parce que chacun bénéficie de l'assurance maladie. Tandis que l'environnement de la perte d'autonomie est différent. Seuls 8% de la population de plus de 60 ans est atteinte de perte d'autonomie. Donc si on fait cotiser absolument tout le monde, dès le premier salaire ou les premiers émoluments, c'est-à-dire les salariés, les non-salariés, les retraités, on a 100% de cotisants et on a à peine 2%. C'est même pas 8%, c'est 2% de personnes qui vont en bénéficier. Ça veut dire que pour des cotisations minimes, on peut avoir des prestations qui sont extrêmement importantes et qui peuvent sortir finalement les personnes de ce droit. Mais il faut du courage politique pour proposer cette mesure, Marianne Monchamp. Sans doute, mais si vous me permettez, il faut avoir les idées claires sur le modèle que l'on veut avoir. J'insiste beaucoup sur cette dimension-là, parce que nos concitoyens sont tout à fait en capacité de consentir des efforts. Là où ils commencent à douter, c'est quand ils ont l'impression, et François Sorette a bien raison, que l'effort va se diluer et peut-être même être utilisé pour autre chose. Ça, les Français sont défiants de cela. La deuxième raison, c'est quand ils ont le sentiment que la cause n'est pas tout à fait juste. Et dans cette proportion qu'on vient d'évoquer, c'est 8%, on pourrait avoir cette impression-là. Mais l'avantage, comme disent les technos, d'une assiette large, c'est que du coup, la cotisation, elle est petite, elle est indolore. Et donc, on est bien dans un mécanisme de solidarité. Mais encore une fois, je crois qu'il faut que nous puissions avoir cette attitude d'anticipation qui permette aux acteurs de faire des choix, aux personnes de faire des choix, aux familles de se déterminer sur ce qu'elles préfèrent comme solution pour elles-mêmes et pour leurs proches. Et il faut le faire avec, au fond, ce consentement de la nation à cet effort-là. J'ajoute sur la journée de solidarité, je me permets de reprendre ce sujet, c'est qu'une des inéquités, c'est aussi que tout le monde n'est pas salarié. Et que dans l'économie française, de plus en plus, des gens travaillent sans avoir un statut de salarié et peuvent d'une certaine manière échapper à un mécanisme comme celui de la journée de solidarité, ce qui est une injustice. Bruno Jambard, vous avez également sondé les Français sur cette question de l'assurance dépendance obligatoire. Que vous ont-ils dit? On va peut-être voir le sondage en même temps. 55% des Français y sont favorables? Oui, on a beaucoup plus de Français qui y sont favorables. Et quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est que quelles que soient les générations, on a à peu près le même résultat. Donc même les plus jeunes, ils sont plutôt favorables. Alors, reste à savoir, je dirais, il y a un petit souci politique en fait sur cette question aussi. Il faut en avoir conscience. C'est qu'au moment où le gouvernement décide de baisser les cotisations sociales pour les salariés, créer une nouvelle cotisation, par exemple, c'est difficile pour lui, c'est contradictoire. Alors ça pourrait passer par une hausse plutôt de la CSG par exemple, mais on voit aussi qu'il y a d'autres sujets politiques. Donc, on ne sait pas où va la CSG. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que la question de la journée de solidarité a été évoquée, c'est que face à cette petite difficulté politique, c'était aussi un moyen peut-être de trouver une autre solution. Et de flécher. Pascal Chambers, cette question de l'assurance dépendance obligatoire, ça pourrait être une piste à soumettre au gouvernement? Une fois de plus, je préfère l'assurance autonomie. Alors si elle est publique, moi ça me va bien. Non, elle n'est pas publique. Très bien, alors j'avais mal compris. Et gérer, moi ça me gérer par la CNSA, ça me va extrêmement bien. Ce qu'il faut ensuite, c'est évidemment s'assurer que tout ce qui ira à la CNSA, tous les crédits qui iront à la CNSA resteront bien à la CNSA, la Caisse nationale de solidarité autonomie. Et ce qui a été évoqué, une des difficultés des Français avec l'affaire du jour férié, c'est qu'on sait bien que tout l'argent du jour férié ne va pas à l'aide aux personnes âgées. Et ça, évidemment, quand les gouvernements successifs jouent à cela, forcément, ça rend impopulaire un impôt ou une taxe dont les Français voient bien qu'elle ne va pas à son objet. Moi, je pense qu'il faut que
le gouvernement actuel, que le président de la République s'engage sur une affectation des moyens et que cette affectation des moyens, elle soit respectée dans l'avenir. Et puis, dernier élément, pour dire mon accord avec Marianne Monchamp, parce que, bien évidemment, il faudra aussi dire aux Français comment on va mieux aider les personnes âgées. On va créer des centaines de milliers d'emplois, ça c'est extrêmement rassurant, mais il faudra dire pour faire quoi, comment on va mettre en place des services à domicile qui vont fonctionner de mieux en mieux, comment on va mettre en place des établissements qui seront totalement ouverts sur la cité et qui, au fond, deviendront des domiciles regroupés. Il y a là aussi un chantier à développer et à côté du financement, il faudra aussi parler de la façon dont on utilisera les moyens. En tout état de cause, Françoise Forest a parfaitement raison, il ne faut pas faire peur aux Français. Non. Cela rapportera beaucoup pour les personnes âgées, cela créera des emplois et cela pèsera très peu sur leur porte-monnaie. Oui, nos actuaires ont calculé qu'il fallait 1 euro par jour simplement si c'est totalement disséminé sur l'ensemble de la population. Ce qui fait 30 euros par mois à moduler en fonction des moyens. Parce que ça aussi, c'est important. Pour des petits moyens, 30 euros par mois, c'est déjà quelque chose. Donc, nos actuaires ont calculé que c'est moins de 7 euros par mois pour des faibles salaires. Et je suis contente de voir que les jeunes ne sont pas hostiles à une mesure de ce genre, parce qu'ils y ont totalement intérêt. C'est parce que les notaires empêchent souvent les transferts de patrimoine, à juste titre, en disant « Faites attention, ne transférez pas tout à vos enfants ou vos petits-enfants, parce que vous risquez d'avoir une perte d'autonomie. Il faudra bien que vous payiez votre maison de retraite médicalisée. » Tandis que là, si les personnes sont assurées d'être prises en charge parce qu'ils ont cotisé eux-mêmes, selon le principe de l'assurance maladie, c'est-à-dire je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes besoins, de façon solidaire, je pense que les transferts de patrimoine se feront encore mieux qu'ils ne se font à l'heure actuelle. Alors Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a été interpellée la semaine dernière lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat. Je vous propose d'écouter sa réponse. Nous avons à faire face à une augmentation du nombre de personnes âgées et du nombre de personnes âgées dépendantes. Et il convient en plus d'améliorer les conditions actuelles de prise en charge, que ce soit en EHPAD ou à domicile. Nous avons déjà eu de nombreux débats tous ensemble sur ce sujet, mais nous savons qu'il nous faut trouver de nouvelles pistes pour l'avenir. C'est un impératif de solidarité vis-à-vis des personnes âgées, mais aussi vis-à-vis des familles. Et nous serons tous amenés à profiter de cette solidarité. Donc j'ai effectivement évoqué différentes pistes. Le président de la République a repris la piste de la journée de solidarité. C'est une piste parmi d'autres. Je pense qu'il faudra un large débat sur le sujet. Et la première étape, c'est d'abord de savoir quel projet de société nous faisons pour accompagner les personnes âgées dépendantes à l'avenir, parce que le modèle aujourd'hui domicile EHPAD est probablement insuffisant et réducteur. Une fois que nous connaîtrons les moyens, nous devrons discuter sur le financement de ces moyens. Marianne Monchamp, oui, c'est ce modèle domicile EHPAD qui est insuffisant, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer. Il est un peu court. Il y a des endroits dans notre pays où être à son domicile c'est bien, sauf qu'autour il n'y a pas grand-chose. Et du coup ça complique quand même beaucoup le parcours de la personne et de ses proches. Comment fait-on pour se soigner? Comment fait-on pour se ravitailler? Comment fait-on pour ne pas être isolé et tout seul? Et c'est ainsi qu'effectivement on voit l'intérêt de solutions qui sont des solutions intermédiaires, qui permettent de rester chez soi. Cette notion est très importante, elle touche beaucoup les personnes. Mais j'ai envie de dire, et on en parle souvent avec Pascal Chanvert, autour de la table du Conseil de la CNSA, c'est qu'effectivement, il faut que cette approche du domicile, elle se vive partout. Dans le chez-soi d'origine, dans un chez-soi intermédiaire et dans un chez-soi qui peut s'appeler l'EHPAD, parce qu'en effet, dans certains cas, la situation du vieillissement fait qu'on a besoin d'un environnement plus accompagné. Mais vous voyez comme c'est étrange. On sait aujourd'hui qu'il faut que nous développions beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour arriver à produire des réponses à domicile, comme on dit. Et étonnamment, les financements de l'accompagnement à domicile, nous avons du mal à les utiliser. C'est très étonnant de constater que les sommes qui aujourd'hui, à la CNSA, peuvent bénéficier à l'accompagnement. Pourquoi tous ces fonds ne sont pas utilisés? Le modèle n'est pas tout à fait prêt. Peut-être avez-vous la réponse. Parce que le modèle n'est pas bien huilé, et puis parce qu'ici ou là, il y a toujours des pertes dans les tuyaux. C'est ça qui est inacceptable, parce que ici ou là, je le dis dans la maison des collectivités locales au Sénat, ici ou là, certains départements s'arrangent bien pour ne pas pouvoir dépenser les crédits et pouvoir les utiliser à autre chose. C'est cela qu'il faut arrêter. Il faut arrêter dans notre pays, ou plutôt, il faut faire en sorte qu'à l'avenir, dans notre pays, tout argent prévu
par l'État pour l'aide aux personnes âgées aille effectivement aux personnes âgées, et il faut faire en sorte qu'il y ait plus de moyens pour mieux aider nos personnes âgées, nos parents, nos grands-parents. Vous savez, vivre de plus en plus longtemps, c'est la garantie que nous aurons nos parents, nos grands-parents plus longtemps avec nous, et c'est la garantie que nous vieillirons nous-mêmes plus longtemps. Donc c'est une bonne nouvelle, à partir du moment où on rassure les Français sur le fait que s'ils ont des soucis, s'ils ont des ennuis de santé, ils seront aidés dans leur autonomie réellement par une société solidaire et efficace. François Sorel. Mais je crois aussi que c'est parce que les personnes, quelquefois, se sentent un petit peu enfermées dans le plan de soins qui est décidé par une équipe technique qui va au domicile des patients. Et très souvent, les familles, elles ont besoin d'autre chose en plus. Aussi. Et c'est pour ça que je pense que le système d'assurance publique obligatoire devrait être libératoire, c'est-à-dire que ça devrait donner, en plus de l'APA, qui a un plan de soins qui est tout à fait remarquable, une certaine somme que les personnes vont dépenser comme elles veulent, et beaucoup pour les familles, pour prendre de l'aide, une aide différente des aides véritablement de soins. Et c'est ça qui crève les familles, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'être vissées dans le domicile de la personne qu'elles accompagnent, sans pouvoir se faire remplacer, simplement pour aller faire des courses, aller voir leurs petits-enfants, etc. C'est pour ça que je pense qu'il faut une partie enfermée dans un plan de soins, et une partie dite libératoire, que les familles utilisent quand elles veulent, avec un certain degré. Bruno Jambard, c'est aussi un des autres enseignements du sondage Opinionway réalisé pour les Échos Radio Classique. Ce lien, je le disais, des Français à la vieillesse, à la dépendance, c'est le terme d'inquiétude qui est prévalent. Oui, on voit bien que c'est un sujet, tout le monde a pris conscience de l'allongement de la durée de la vie et donc du fait qu'on est tous concernés potentiellement par ce cas. Et puis de plus en plus de Français ont des parents qui vivent assez âgés ou des grands-parents qui vivent assez âgés et voient concrètement aussi ces situations avec tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire aussi des envies qui sont parfois très différentes entre ceux qui veulent absolument pouvoir les conserver à domicile, ceux qui peuvent ou veulent s'en occuper, ceux qui ne le souhaitent pas ou ne le peuvent pas. Enfin voilà. Donc c'est aussi un sujet qui est complexe parce que il renvoie à une diversité des situations très forte. Et quand on parle de la vie des Français, il faut aussi penser à la vie de ces personnes très âgées. Et il est tout à fait important que ce soit leur avis qui soit dominant et que même si elles sont accompagnées par leur famille et que les familles font partie de l'entourage, il ne faut jamais oublier que ce sont des citoyens et des citoyennes à part entière. Et ça aussi, nous avons toujours tendance à l'oublier. Pourquoi ? Parce qu'il faut le dire, nous sommes tout de même dans une société qui est particulièrement agiste, c'est-à-dire qui dévalorise tout ce qui concerne l'âge. Et si nous savons, même si nous n'y arriverons pas toujours, si nous savons lutter contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, parce que nous savons les repérer, il est extrêmement difficile dans une société comme la nôtre aujourd'hui de lutter contre l'agisme, parce que c'est lutter contre l'agisme qui paraît étonnant et c'est être agiste qui paraît normal. Quand on dit à un ami qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, tu n'as pas vieilli, c'est la meilleure preuve qu'on est profondément agiste, comme si je vous disais à vous, madame, je suis ravi d'être interviewé par une femme qui se comporte comme un homme. Eh bien, ça, c'est du sexisme. Mais ça, on le repère. Par contre, dire à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, qu'il n'a pas vieilli, c'est de l'agisme. Et ça, on ne le repère pas tellement, notre société est agiste. Donc, il y a des progrès à faire en ce domaine. Et ce que nous attendons aussi du président de la République là-dessus, c'est qu'il ait une parole forte. Il a eu une parole forte il y a quelque temps contre le sexisme. Il faut qu'il ait une parole tout aussi forte pour dire qu'une société comme la nôtre ne peut plus tolérer l'agisme et qu'il faut que nos esprits bougent. Est aussi sévère ou au contraire, on commence à valoriser justement les personnes âgées avec les mêmes mots que Pascal Chanvert, mais je dois dire que nous nous rejoignons. Moi, il y a quand même un étonnement. Je me suis beaucoup occupée de politique à destination de personnes en situation de handicap. Et j'ai pu observer, même si c'est parfois très complexe, que, au fond, les personnes peuvent se représenter elles-mêmes ou que leurs familles peuvent participer de cette représentation. Pour une personne qui se trouve, j'ai envie de dire, dans une situation de santé, qui fait que pour elle, c'est difficile. Elle est désorientée, comme on dit, avec ce terme un peu étonnant, avec cette espèce d'image parfois repoussoire qu'ont certaines pathologies de la personne âgée, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, le truc qui fait peur, si vous voulez. On a beaucoup joué là-dessus. Et bien du coup, c'est la parole même de la personne qui est confisquée. Nous devons, et ça c'est dans la formation des personnels, c'est dans l'information des familles, et c'est dans cette culture, au fond, non-agiste, enfin, que prône Pascal Chanvert, qu'il faut absolument revenir vers le consentement
consentement de la personne, vers l'analyse de ces signaux faibles qu'elle peut nous livrer jusqu'à la dernière seconde de sa vie. C'est vraiment au cœur d'un projet de société que d'avoir cette approche-là. Il y a de la discrimination envers les personnes âgées. Parce que tu me contrediras peut-être pas, je ne sais pas si ça a changé, on disait que 90% des personnes étaient, entre guillemets, placées, je déteste ce terme aussi, dans une maison de retraite par les enfants. Ça a un peu évolué, mais il faut que les responsables d'établissement puissent dire non et dire si la personne ne veut pas entrer dans un établissement, il est hors de question qu'elle puisse entrer. C'est une véritable maltraitance. Ça progresse. Ça progresse. Mais encore aujourd'hui, quand on utilise le terme de dépendant, on laisse penser qu'il y a dépendance de quelqu'un, donc forcément des professionnels ou de la famille. Les choses progressent, mais pas assez. Ce débat qui s'ouvre peut être aussi l'occasion de faire avancer tout cela, parce que c'est aussi extrêmement important de savoir, quand on a 50, 60 ou 70 ans, que les 80, les 85 ou les 90 ne seront pas une situation d'horreur et de dévalorisation, mais au contraire, comme dans beaucoup de sociétés, une situation de grand respect. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Pascal Chanvert. Merci, Marianne Manchon. Merci, Bruno Jambard. Merci, Françoise Forette, d'être venue débattre sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité. Votre émission On va plus loin, présentée ce soir à 18h30 par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain, 16h30.